Si une trahison a déjà failli vous briser, cette histoire va vous montrer ce qui arrive quand la victime ne s'effondre pas et décide de reprendre le contrôle. Le plus glaçant, ce n'est pas l'infidélité elle-même. C'est le moment où tout bascule en quelques secondes et où une seule décision transforme un retour à la maison en point de non-retour. Bonjour, vous êtes sur la chaîne Histoire d'infidélité. Écrivez dans les commentaires de quelle ville vous regardez et quel temps il fait dehors. Aujourd'hui, une histoire où la vérité ne détruit pas seulement un couple. Elle déclenche une réaction en chaîne et rien ne sera plus jamais réparé. Je m'appelle Maxime Lebrun, j'ai 48 ans. J'habite en banlieue parisienne. Ancien ingénieur militaire, je suis aujourd'hui propriétaire d'une petite entreprise de transport solidement établie. Toute ma vie s'est construite sur 3 principes inébranlables: la précision, la fiabilité et le contrôle. Je contrôlais mes véhicules, mes chauffeurs, mes finances et, dans ma présomption erronée, ma famille. 15 années de mariage avec Céline, cette beauté que j'avais autrefois arrachée aux griffes tenaces de la misère et de la grisaille de sa petite ville de province, lui offrant une vie nouvelle. Mon fils Hugo, âgé de 6 ans, mon sang, ma seule véritable vulnérabilité, le centre de mon univers. Je rentrais d'un déplacement de 2 semaines au cours duquel j'avais décroché le plus gros contrat de l'histoire de mon entreprise, assurant sa prospérité pour les années à venir. J'avais rapporté avec moi des cadeaux coûteux pour Céline, le dernier modèle de smartphone et des boucles d'oreilles serties de diamants, qu'elle convoitait subtilement depuis près de 6 mois. Pour Hugo, un immense jeu de construction représentant une métropole, presque impossible à trouver, une véritable rareté. Je me sentais comme un vainqueur absolu, maître de mon destin, qui rentrait triomphalement dans sa forteresse imprenable auprès de sa reine fidèle et de son héritier chéri. L'appel téléphonique retentit alors qu'il ne restait plus que 10 kilomètres avant la maison. Le nom d'Hugo s'afficha sur l'écran. Je souris sincèrement, m'attendant à entendre des cris de joie enfantins, mais la voix de mon fils était basse, étouffée et désemparée. « Papa, tu arrives bientôt ?» murmura-t-il presque inaudible. « Presque à la maison, mon grand. »« Tu t'es ennuyé de moi ?» répondis-je avec entrain, tentant de masquer ma fatigue, scrutant les lumières attirantes de la ville nocturne. « Beaucoup, papa. » Il hésita, et j'entendis avec horreur un sanglot qu'il tentait de retenir. « Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Maman t'a grondé ?» Je me raidis, pressentant quelque chose d'anormal. « Non, papa. Mais pourquoi maman dort avec oncle Louis ?» Ces mots ne m'assommèrent pas instantanément comme une explosion. Ils agirent différemment, tel un réactif chimique lent mais inéluctable, qui brûle instantanément tout l'oxygène du sang. L'air dans mes poumons devint épais et visqueux comme de la mélasse, rendant toute respiration impossible. Je m'agrippai au volant avec une force surhumaine, si fort que la peau de mes paumes se fissura, et je sentis quelque chose se rompre à l'intérieur. Le monde se rétrécit jusqu'à se combiner bourdonnant dans ma main, et cette interminable bande d'asphalte qui défilait sous le capot. Oncle Louis. Louis Mercier, mon ancien camarade de l'armée, le parrain de notre fils, l'homme en qui j'avais confiance comme en moi-même, à qui j'avais ouvert toutes les portes de ma maison, de ma famille. Il était un visiteur fréquent, toujours joyeux, toujours avec des cadeaux pour Hugo. Célibataire, divorcé, il se peignait souvent de sa vie devant un verre de cognac dans ma cuisine, et moi, l'imbécile, je le plaignais, je compatissais à ses échecs. « Hugo, où es-tu en ce moment ?» Ma voix devint étrangère, grinçante comme les gonds rouillés d'une vieille porte. Dans ma chambre, maman m'a dit d'aller jouer et de ne pas les déranger, sanglota à nouveau mon fils, et ses paroles me transpercèrent comme des aiguilles de glace. Et eux, où sont-ils ? Je me forçais à extraire cette question, sentant tout se pétrifier à l'intérieur de moi. « Dans votre chambre, papa. Ils ont fermé la porte. » Je donnai un violent coup de volant, me rabattant sur le bas-côté. Le gravier crissa sous les roues, soulevant un nuage de poussière. Mes yeux s'obscurcirent, comme si une obscurité totale s'abattait sur moi. Je ne me contentais pas d'imaginer la scène. Je la vis. Ma chambre. Mon lit pour lequel j'avais économisé pendant 6 mois. Et ses mains sur le corps de ma femme. L'image était si claire et si répugnante qu'une nausée âcre me monta à la gorge, tordant mon estomac. La joie, le retour, la fierté de cette transaction conclue, l'amour sans limite pour ma famille.
Tout cela s'était consumé en une seconde, ne laissant qu'un désert calciné au centre duquel croissait une rage noire et glaciale, pulsant dans mes tempes. J'y restais assis dans la voiture pendant 10 minutes, le regard fixé sur un point invisible. Aucune pensée dans ma tête, seulement un bourdonnement pulsatile, comme si des marteaux frappaient mes tempes. Puis je démarrai lentement le moteur, mais je ne pris pas la direction de la maison. Mon chemin menait vers la zone industrielle, là où se trouvait la base de mon entreprise. Un immense hangar imprégné d'odeurs de gazole, de caoutchouc et de métal froid. C'était mon lieu de pouvoir, mon territoire, mon hôtel. Je franchis le portail automatique qui s'ouvrit silencieusement devant moi, coupai le moteur dans le silence résonnant de l'entrepôt vide, passai devant mes camions bâchés jusqu'aux tournées matinales, tels des monstres préhistoriques endormis. Dans le coin le plus reculé, dans l'atelier de mécanique qui sentait l'huile et la soudure, je trouvais ce que je cherchais. Ce n'était ni un marteau, ni un pied de biche, trop banal pour mon objectif. Je saisis un morceau court et pesant de ferraille d'acier d'environ 70 cm de long, au bord dentelé et irrégulier. Il se logea parfaitement dans ma paume, froid et impitoyable, comme le prolongement de ma propre volonté. Je le soupesai dans ma main, sentant son poids. Oui, cela suffirait amplement. Je n'avais pas l'intention de tuer. Le meurtre, c'est trop simple et trop rapide. Ce n'est qu'un soulagement instantané. J'allais briser des os, briser des vies, les briser de telle sorte qu'ils ne se ressouderaient jamais correctement, les laissant à jamais difformes. Je retournai à la voiture et jetai la barre de fer sur la banquette arrière. Elle heurta lourdement le cuir, comme pour annoncer les coups à venir. J'étais maintenant prêt pour le règlement de compte. Je roulais dans les rues familières de ma banlieue, mais je les voyais d'une toute autre façon. Voici ce coin chaleureux où Céline et moi avions célébré notre anniversaire, où nous avions ri, échafaudé des projets d'avenir. Voici le parc des Pins où j'avais appris à Hugo à faire du vélo, où je l'avais rattrapé dans ses chutes, où j'avais ressenti sa confiance. Chaque souvenir était désormais empoisonné, recouvert d'un film gluant de trahison, comme d'une moisissure toxique. Je garai ma voiture à 2 maisons de la mienne, dans une cour sombre où les lampadaires ne fonctionnaient pas, la dissimulant au regard curieux. Je sortis du véhicule en emportant mon nouvel argument glacé. Je ne cherchais pas à le dissimuler. Je le portais simplement dans ma main, le long de mon corps, comme une partie intégrante de moi-même. La fraîcheur nocturne ne pouvait refroidir le brasier qui rugissait à l'intérieur, me consumant de l'intérieur. Arrivé à mon étage, je m'immobilisai devant la porte. De l'autre côté s'échappait une musique douce et langoureuse et un rire féminin étouffé. Le rire de ma femme Céline. Je sortis ma clé mais ne l'insérai pas dans la serrure. À la place, je pris mon téléphone, activai le dictaphone et le plaquai fermement contre le trou de la serrure. Avant de leur briser la vie, je voulais documenter leur honte, enregistrer chaque gémissement, chaque ricanement satisfait qui deviendrait leur condamnation. Que les sons de leur plaisir deviennent les preuves de leur culpabilité. L'enregistrement sur le dictaphone ne dura que 3 minutes, mais elle contenait une éternité de mon humiliation et de ma honte. Chacun de ces gémissements étouffés, chacun de ces rires complaisants qui s'échappaient de ma chambre depuis mon lit, s'imprimait dans mon cerveau comme des aiguilles brûlantes, pénétrant jusqu'au tréfonds de ma conscience. Je n'écoutais pas jusqu'au bout. J'éteignis le téléphone, le glissai dans ma poche et silencieusement, tel un prédateur à l'affût, introduisis la clé dans la serrure. La porte s'ouvrit avec un déclic à peine audible qui résonna pour moi comme le coup de feu d'un pistolet de starter, annonçant le début d'une course sanglante. L'air dans l'entrée était confiné et étranger, lourd. À l'odeur du parfum de Céline que je lui avais offert pour son dernier anniversaire, se mêlait une eau de Cologne bon marché et âcre. Sur le paillasson, à côté des élégants escarpins féminins que je lui avais achetés, se trouvaient ces rangers militaires écrasés, comme s'ils étaient eux-mêmes les témoins du crime. Cette paire de chaussures constituait un symbole si répugnant de leur liaison que je dus me retenir de ne pas les réduire en miettes. Je m'enfonçai dans l'appartement, marchant sur le parquet coûteux avec cette légèreté silencieuse que l'armée m'avait enseignée, à l'époque où le moindre bruissement pouvait coûter la vie. Par la porte entr'ouverte de la chambre filtrait la lumière tamisée d'une veilleuse, et leur voix basse et détendue parvenait jusqu'à moi, pleine de volupté. Je ne regardais pas à l'intérieur. Je me dirigeais d'abord vers la chambre d'Hugo.
Mon fils dormait, recroquevillé en boule, serrant fort contre lui l'ours en peluche que je lui avais offert un an auparavant. Sa respiration était régulière et paisible, sereine. Il était dans son univers, un monde où papa est un héros et maman la meilleure. Et je me jurais, en contemplant son visage paisible, qu'il ne connaîtrait jamais toute la saleté de cette nuit, que je le protégerais de cette abomination. Je refermais doucement la porte de sa chambre, le coupant de l'enfer qui allait bientôt se déchaîner dans notre appartement. Puis je retournai dans le couloir. Mes doigts trouvèrent le métal froid du tableau électrique. Je n'hésitai pas longtemps. Un geste brusque, et tout l'appartement plongea dans une obscurité absolue et vibrante. La musique et les voix dans la chambre s'interrompirent instantanément, comme si quelqu'un les avait éteintes. Un silence s'installa, épais et tendu, chargé de pressentiments. Quelques secondes plus tard, j'entendis le chuchotement apeuré de Céline, puis le grincement du lit et des pas traînants pleins d'incertitude. La porte de la chambre s'ouvrit complètement, et dans l'embrasure apparut la silhouette sombre de Louis. Il ne portait qu'un slip, désorienté et totalement aveugle dans cette obscurité soudaine. « Maxime, c'est toi ? Qu'est-ce que c'est que ces plaisanteries ?» Sa voix était hésitante, mais contenait encore des notes d'arrogance et de supériorité. Il fit un pas dans le couloir, et à cet instant, je portai le premier coup. La barre de fer fendit l'air en sifflant et s'abattit avec un craquement sourd et humide sur son genou. Il ne cria pas. Il hurla comme une bête blessée et s'effondra au sol en se tenant le genou fracassé, se tordant de douleur. Céline hurla depuis la chambre, un cri perçant et hystérique, comme une bête qu'on égorge. J'enjambai le corps qui se tordait sur le sol et entrai dans la chambre. Elle était assise sur le lit, se couvrant d'un drap. Ses yeux étaient immenses de terreur dans la faible lumière qui filtrait par la fenêtre. Sans un mot, je la saisis par les cheveux, la soulevai brutalement du lit et la projetai dans le couloir, directement sur le corps gémissant de son amant. Elle s'effondra en heurtant le mur et se mit à gémir de douleur et de peur, comme un chien battu. Je ne leur laissai pas le temps de reprendre leurs esprits. Je levai à nouveau la barre de fer et l'abattis de toutes mes forces sur le bras gauche de Louis. Celui-là même où brillait la montre coûteuse que je l'avais aidé à acheter avec une réduction. Un autre craquement répugnant d'os brisés retentit. Cette fois, il ne hurla plus, il râla, s'étouffant de douleur. Ses poumons semblaient se remplir d'eau. Je me tenais au-dessus d'eux, respirant lourdement, sentant l'adrénaline déferler dans mon sang. L'odeur de sueur, de peur et de sang envahit tout l'appartement, devenant insupportable. Céline, tremblant de tout son corps, rampa jusqu'à un coin où elle se recroquevilla comme un rat apeuré. Son visage était déformé par une grimace de terreur. Il avait viré au gris. « Maxime, pardonne-moi. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Il m'a forcé, balbutia-t-elle, commençant son jeu pervers de victime, tentant de susciter la pitié. Je souris, mais le rire ressembla davantage au grondement sourd d'un prédateur. Je me penchai vers elle si près qu'elle put sentir l'odeur d'ozone émanant de ma fureur. Forcé, sifflai-je directement dans son visage. Chaque mot était ciselé par une haine glaciale. Maintenant, je vais te montrer ce que signifie forcer. Je sortis mon téléphone et mis en marche l'enregistrement. Du haut-parleur jaillirent leurs gémissements et leurs rires, emplissant le silence mortel de l'appartement comme des gaz toxiques. Le visage de Céline passa de la peur au gris cendré. Elle comprit tout. Elle comprit que le jeu était terminé, qu'il n'y aurait pas de pitié, que ses mensonges étaient inutiles. Louis, au sol, s'était tu. Ses râles se mêlaient au son de l'enregistrement, créant une symphonie lugubre. J'éteignis le dictaphone et rangeai le téléphone. Je regardais Céline qui me fixait avec des yeux emplis d'une terreur animale. Son âme semblait avoir quitté son corps. Je n'avais pas l'intention de la frapper. Pour elle, j'avais préparé quelque chose de pire, quelque chose qui la détruirait de l'intérieur. Je la saisis par le menton, la forçant à me regarder dans les yeux. « Lève-toi ». Ma voix était glaciale et calme, comme si je m'adressais à un objet inanimé. « Va dans la salle de bain. Tu as 5 minutes pour te remettre en ordre et t'habiller. Mets un jean et ta veste la plus chaude. Et pas un bruit. Si j'entends ne serait-ce qu'un cri, je lui brise la 2e jambe sous tes yeux. » Elle se leva en trébuchant et en sanglotant, et sans me regarder, tel un fantôme,
disparu dans la salle de bain. Je m'approchai de Louis. Il gisait dans une flaque de son urine et de son sang, me regardant avec un mélange de haine et de peur dans les yeux. « Lève-toi » lui lançai-je. Il tenta de se redresser sur son bras valide, mais retomba aussitôt, se tordant de douleur. Son visage était déformé par la souffrance. « Je ne peux pas, tu m'as tout cassé. Appelle une ambulance, râla-t-il, peinant à articuler les mots. Une ambulance. Je m'accroupis à côté de lui, et ma voix était comme un grincement de métal. Il n'y aura pas d'ambulance, Louis, et pas de police non plus. Ce soir, je suis pour vous à la fois médecin, juge et bourreau. Je sortis de la poche de son jean qui traînait par terre son téléphone et les clés de sa vieille Peugeot argentée. Puis je pris le téléphone de Céline dans son sac. Tous les appareils atterrirent dans ma poche, comme des déchets inutiles. Ils étaient coupés du monde, totalement isolés. 5 minutes plus tard, Céline sortit de la salle de bain, pâle, les yeux rougis par les larmes, mais habillée comme je l'avais ordonné. Elle me regardait comme un fantôme, n'en croyant pas ses yeux. « Aide-le à se lever », ordonnai-je, et ma voix résonna dans l'appartement. Elle sursauta, mais obéit comme une marionnette. À nous deux, sous mes ordres glacés, nous réussîmes tant bien que mal à soulever le corps mou de Louis. Il gémissait et tentait de résister, mais un seul de mes regards suffisait à le faire taire, paralysé par la peur. Nous le traînâmes vers la sortie. C'était un spectacle répugnant. Ma femme, enlacée à son amant, le traînait, laissant une traînée sanglante sur le parquet pour lequel j'avais payé un crédit pendant 5 longues années, m'arrachant chaque mois un morceau de moi-même. À la porte, je les arrêtai. « D'abord, toi, fis-je d'un signe de tête à Céline, essuie tout le sang pour que demain matin, quand mon fils se réveillera, tout soit propre ici. Pas une seule goutte. » Je jetai à ses pieds un chiffon de la salle de bain imbibé d'eau froide. Elle tomba à genoux, suffoquant de sanglots, et commença à effacer les traces de leur honte, frottant la saleté dans le parquet. Moi, chargeant Louis sur mon épaule, je le traînais dans l'escalier jusqu'à sa voiture. J'avais l'intention de les emmener là où leurs cris se noieraient dans le vrombissement des machines et le rugissement des moteurs. Dans mon royaume de béton et d'acier, où j'étais le maître absolu. L'odeur de sang et du désodorisant bon marché pour voiture se mêla en un cocktail nauséabond qui semblait s'être imprimé à jamais dans la sellerie de la Peugeot. Je conduisais la voiture de Louis calmement et avec assurance, comme si je me rendais à un énième rendez-vous d'affaires, et non pour emmener vers une destination inconnue 2 traîtres mutilés. Céline était assise à côté de moi, raide comme un piquet, agrippée à la ceinture de sécurité, fixant un poing sur le pare-brise. Ses yeux étaient vides. De la banquette arrière montaient les gémissements faibles et saccadés de son amant, entrecoupés de râles gargouillants. Il tentait d'apaiser la douleur de ses os fracassés, mais chaque nid de poule sur la route déclenchait en lui une nouvelle vague de torture, faisant convulser son corps. Nous entrâmes dans la zone industrielle. La nuit, cet endroit ressemblait au décor d'un film sur la fin du monde. Des clôtures rouillées, les fenêtres sombres des ateliers, des lampadaires solitaires arrachant à l'obscurité des tas de gravats et les silhouettes de bâtiments abandonnés. J'appuyai sur la télécommande et les lourdes portes de ma base s'ouvrirent avec un grincement prolongé, dévoilant la gueule de l'immense hangar. Je fis entrer la voiture à l'intérieur, et les portes se refermèrent avec le même grincement derrière nous, nous coupant du reste du monde, nous plongeant dans un isolement total. Je coupai le moteur. Dans le silence résonnant qui s'installa, les gémissements de Louis devinrent plus forts et plus distincts, perçant l'air. Je sortis de la voiture et ouvris la portière arrière. « Sors !» ordonnai-je, et ma voix résonna comme une sentence. Il marmonna quelque chose en réponse, incapable de bouger, son corps refusant d'obéir. Sans un mot, je le saisis par le bras valide et par le col et le sortis simplement de force de la voiture. Il heurta le sol en béton et hurla, mais son cri se perdit dans l'immensité du hangar, rebondissant sur les fermes métalliques du plafond avant de s'éteindre rapidement. Je le traînai jusqu'au fond, vers la fosse de réparation pour camions, où flottait une odeur d'huile et d'essence. Céline bondit hors de la voiture et se figea, observant cela avec horreur, les mains plaquées sur la bouche. « Aide-moi » lui lançai-je par-dessus mon épaule sans la regarder. Elle accourut en trébuchant et saisit Louis sous l'autre bras. Les muscles de son visage tressautaient de dégoût et de peur. Elle retenait à peine ses hauts le cœur. Ensemble, nous le traînâmes jusqu'à la fosse et sans ménagement, le jetâmes en bas.
Le bruit sourd du corps heurtant le fond huileux et un nouveau gémissement, plus faible cette fois, confirmèrent qu'il était en place. La fosse faisait environ 2 mètres de profondeur. Une cage parfaite pour eux. Je m'approchai de l'établi métallique encombré d'outils et pris un rouleau de collier de serrage épais en plastique que mes chauffeurs utilisaient pour arrimer les chargements. Je retournai à la fosse. « Sors-le » ordonnai-je à nouveau à Céline. Elle me regarda avec supplication. Ses yeux étaient pleins de larmes. « Maxime, non, s'il te plaît !» En silence, je ramassai le morceau de ferraille que j'avais apporté avec moi et le soupesai dans ma main. Le regard de Céline passa de mon visage au métal ensanglanté et revint. Elle comprit tout. Sans un son, elle sauta dans la fosse. 1 minute plus tard, en grognant et en jurant, ils apparurent au bord. Je saisis Louis et lui ramenai dans le dos son bras valide contre le bras cassé. Il hurla lorsque je serrai ses poignets avec le collier, si fort que le plastique s'enfonça dans sa peau, laissant des sillons profonds. Puis je fis de même avec ses chevilles. Maintenant, il était complètement immobilisé et impuissant comme une larve. Je le jetai à nouveau dans la fosse et il s'effondra mollement au fond. Puis je me tournai vers Céline, qui était restée agenouillée au bord. Sa manucure coûteuse était cassée et des taches d'huile s'étalaient sur son jean. « Maintenant, toi. » Ma voix était absolument calme, sans la moindre émotion. « Enlève-lui tout. La montre, la chaîne, les vêtements, tout jusqu'au dernier fil, et remonte-moi ça. » Elle secoua la tête. Des larmes coulèrent à nouveau sur ses joues, se mêlant à la saleté. « Je ne peux pas. »« Tu peux, » tranchai-je, en faisant un pas vers elle. Et ce mouvement fut plus éloquent que tous les mots. Elle tressaillit et obéit à nouveau, descendant vers lui dans la fosse. 10 minutes plus tard, après cette procédure humiliante, elle sortit de la fosse, tenant dans ses mains ses vêtements et sa montre. Son visage était livide. Elle jeta tout cela par terre, comme quelque chose de contagieux dont elle voulait se débarrasser. Je m'approchai et ramassai son portefeuille et son téléphone. Puis je sortis de ma poche le téléphone de Céline et le jetai à côté. J'apportais 2 chaises de mon bureau. J'en posai une pour moi, l'autre en face pour elle. « Assieds-toi » ordonnai-je. Elle s'assit, baissant la tête, les épaules tremblantes. Je m'assis en face et étalai sur le sol en béton crasseux le contenu de leur poche. 2 téléphones, le portefeuille de Louis, les clés de son appartement et de sa voiture, sa montre. De son sac à main, je sortis son portefeuille avec ses cartes bancaires. Je disposais tout cela en rangées ordonnées, comme des pièces à conviction sur une scène de crime, enregistrant méticuleusement chaque objet. « Tu sais, Céline » commençai-je doucement, la regardant droit dans les yeux pour qu'elle ne puisse détourner le regard. « Je suis un homme d'affaires et j'ai l'habitude que tout est un prix. Pour un bon contrat, je paie. Pour une marchandise de mauvaise qualité, j'impose des pénalités. » Je désignai d'un geste les objets étalés au sol et hochai la tête vers la fosse où Louis gémissait faiblement. « Ça, c'est de la marchandise de très très mauvaise qualité et il va falloir payer cher. » Elle leva les yeux vers moi et il n'y avait rien d'autre qu'une terreur animale. Elle ne comprenait pas où je voulais en venir et son cerveau refusait d'accepter la réalité. Je pris son téléphone, le déverrouillai avec son propre doigt et ouvris l'application bancaire. Sur son compte, il y avait environ 2000 €, l'argent que je lui donnais pour ses dépenses personnelles, pour ses caprices de femme. En quelques clics, je transférais toute la somme sur mon compte. « Voici le premier versement, dis-je, en lui montrant le solde vide, pour le préjudice moral, pour chaque seconde de ma douleur. » Puis je pris le téléphone de Louis. Il était verrouillé par un mot de passe. Le code. Je me tournai vers la fosse. Il resta silencieux, tentant de préserver les restes de sa dignité. Je levai la barre de fer, et son éclat se refléta dans ses yeux. « 6, 6, 3, 4 » râla-t-il aussitôt, tremblant. J'accédai à son application bancaire. Il y avait environ 5000 €. Visiblement, il économisait pour une nouvelle voiture. Il rêvait d'une vie meilleure. L'argent passa également sur mon compte. Ça, c'est pour les dommages physiques. La réparation d'un genou et d'un bras, tu sais, ça coûte cher, ricanai-je. Et ce rire était plus froid que la glace. Je vis dans les yeux de Céline la peur commencer à se transformer en horreur de la compréhension, en illumination. Elle commençait à réaliser que je n'avais pas simplement frappé son amant. Je commençais à les effacer de ma vie, prenant tout ce à quoi ils étaient habitués, les dépouillant de tout ce qui leur était cher. Je ramassai les clés de la voiture de Louis. Cette épave,
Je la vendrai demain pour pièces détachées. Des cacahuètes, mais ça suffira pour payer le nettoyage de l'appartement. Il faut bien laver votre saleté, chaque molécule de votre honte. Je me levai et m'approchai d'elle tout près. Elle se recroquevilla sur sa chaise, tentant de devenir invisible. Je me penchai et lui chuchotai à l'oreille, chaque mot étant comme un coup de couteau. Et maintenant, le plus intéressant. Je veux que tu appelles ta mère maintenant, tout de suite. Et tu sais ce que tu vas lui dire? Tu vas lui raconter tout. Comment tu as couché avec le parrain de ton fils dans notre lit, pendant que je gagnais de l'argent pour toi, pendant que je construisais notre avenir. Tu lui raconteras comment je vous ai surpris, et tu lui demanderas de l'argent, beaucoup d'argent. Parce qu'à partir de cette minute, toi et ton déchet dans la fosse, vous me devez une fortune entière, et vous la rembourserez jusqu'à la fin de vos vies misérables. Je lui tendis son téléphone avec le contact ouvert. Maman. Son visage se tordit. C'était pire que toute douleur, pire que l'humiliation. C'était une sentence que je la forçais à prononcer contre elle-même, de ses propres mains. Le téléphone dans sa main tremblante ressemblait à un détonateur prêt à faire exploser son monde. Le silence d'une seconde pendant que les sonneries retentissaient fut assourdissant, oppressant. Puis du haut-parleur s'éleva la voix ensommeillée, et ne se doutant de rien de sa mère. Ce qui se passa ensuite fut plus terrible que tous les cris de douleur. C'était le son d'une âme qui se brisait, retransmis en direct dans tout le hangar. Céline parlait d'une voix mécanique et morte, répétant les phrases apprises que je lui avais dictées. Et à chaque mot, son visage se transformait en un masque gris, tandis que du haut-parleur provenaient d'abord des questions déconcertées, puis des sanglots, puis un hurlement hystérique de femme, rempli d'horreur et d'impuissance, déchirant l'âme. Je la forçai à garder le téléphone contre son oreille jusqu'à ce que l'hystérie maternelle se transforme en râle, jusqu'à ce que la voix se brise. Je lui repris le téléphone et coupai la communication. Céline restait assise sur la chaise, se balançant d'avant en arrière comme une folle dans un asile, regardant dans le vide avec des yeux vides. Son esprit l'avait quittée. Elle était brisée. C'était la première étape. Mais ses souffrances ne me touchaient pas. Elles n'étaient qu'un arrière-plan pour ma colère froide et calculatrice qui bouillonnait à l'intérieur. Je me tournai vers la fosse. Louis gisait au fond. Sa respiration était superficielle et rapide. Il était au bord de la perte de conscience à cause de la douleur et du froid. « Ne t'endors pas !» Ma voix résonna dans le hangar, perçant le silence. « Si tu perds connaissance, je la descends avec toi dans la fosse. Vous vous réchaufferez l'un l'autre. » Il gémit et tenta de bouger, mais son corps ligoté et brisé refusait d'obéir. Je m'approchai du bord de la fosse et le contemplai d'en haut. Il était pitoyable, simplement un morceau de chair qui, par malentendu, se prenait pour un homme, un héros, un amant. Je sortis de son portefeuille la clé de son appartement. « Dis-moi, Louis, fis-je en faisant sauter la clé dans ma paume, qu'est-ce que tu as de plus précieux dans ton terrier, à part les photos avec ma femme, évidemment ?» Il leva la tête. Dans ses yeux passa une peur d'un autre genre, pas pour sa vie, mais pour autre chose. Quelque chose de plus important pour lui. Il garda le silence. Je n'insistais pas. Je découvrirais tout de toute manière. Toi, je me tournai vers Céline. Tu vas rester assise ici et écouter sa respiration. C'est ton travail pour les 2 prochaines heures. S'il se tait, c'est que tu fais mal ton travail. Je jetai à ses pieds les clés de sa Peugeot. Il y a une trousse de secours dans la voiture. Tu peux lui donner de l'eau et des antidouleurs, mais juste pour qu'il ne crève pas. J'ai besoin qu'il reste en vie. Elle hocha bêtement la tête. Son visage était sans vie. La laissant seule avec son amant et leur honte commune, je sortis du hangar. La nuit était froide et sans étoiles. Je montai dans mon 4x4 et le moteur puissant ronronna avec satisfaction, comme pour approuver mes actes, me saluer. Je roulais vers l'adresse que j'avais trouvée dans ces documents. Un immeuble ordinaire de 9 étages en périphérie de la ville. La cour était encombrée de voitures. Ça empestait le vide ordure. Les odeurs étaient écœurantes. Je trouvai son appartement au 7e étage. La porte était délabrée. Le simili-cuir était déchiré à plusieurs endroits. Des lambeaux pendaient par-ci par-là. J'ouvris la serrure. L'air à l'intérieur était confiné. Ça sentait la vaisselle sale, le tabac et la solitude. Les odeurs d'un monde de perdants. Dans l'évier s'entassait une montagne d'assiettes sales couvertes de moisissures. Sur une chaise pendaient des chemises froissées et chiffonnées. J'entrai dans la chambre. Sur la table se trouvait un vieil ordinateur portable. À côté,
Une bouteille de whisky bon marché, entamée, et un cadre photo. Sur le cliché, ils étaient ensemble, lui et Céline. Heureux, souriant quelque part, lors d'un pique-nique, comme des tourtereaux amoureux. Elle l'enlaçait, la joue contre son épaule, et cette vision me donnait la nausée. Je saisis le cadre et brisai le verre à main nue, sans ressentir la douleur des coupures. Les éclats s'enfoncèrent dans ma peau, et le sang coula le long de mes doigts, se mêlant à la saleté sur la photo. Je commençai une fouille méthodique. Je ne cherchais pas d'argent, je l'avais déjà pris. Je cherchais ce qui pouvait être détruit, profané, réduit à néant. Sous le lit, je trouvai une boîte à chaussures. Elle contenait ses cadeaux à lui. Des cartes stupides, un briquet bon marché, un pull, et au fond, une pile de photos bien plus explicites que celles posées sur la table. Des clichés pris dans des hôtels, dans sa voiture, dans notre maison de campagne, ma maison où Hugo et moi passions l'été. Je fourrai tout cela dans un sac, puis je passai à la cuisine. Mon regard tomba sur un sac de ciment sec, vestige apparemment de quelques menus travaux. Et dans ma tête naquit un plan, froid, méthodique, impitoyable. Je versai le contenu du sac dans les toilettes, dans l'évier de la cuisine, dans l'évacuation de la baignoire, puis j'ouvris tous les robinets. L'eau se mit à couler, se mélangeant au ciment, se transformant en une masse grise épaisse qui durcissait lentement mais inexorablement dans les tuyaux, transformant sa plomberie en un bloc monolithique de béton. Ce n'était pas simplement de la vengeance, c'était ma signature d'ingénieur, ma marque. Je détruisais son monde de l'intérieur, obstruant ses artères, transformant son taudis en une boîte de pierre inhabitable dont il ne pourrait jamais s'échapper. Je partis en laissant l'eau couler. Que les voisins du dessous fassent aussi plus ample connaissance avec Louis. De retour au hangar, je retrouvai la même scène. Céline était assise sur sa chaise, et de la fosse montaient des gémissements faibles et saccadés, résonnant en écho dans le vide. Je jetai à ses pieds le sac avec les photographies. « Regarde-toi, dis-je. C'est l'album de votre vie heureuse. Admire tes exploits. » Elle jeta un regard à l'intérieur à contre-cœur, et son visage se tordit dans une nouvelle grimace de douleur et de honte. Je m'approchai de la fosse, sortis mon téléphone et allumai la lampe torche, dirigeant le faisceau sur le corps mutilé de Louis. Il gisait nu, sale, dans ses propres excréments, les mains et les pieds liés et son corps se convulsant. Je pris plusieurs clichés nets et détaillés, immortalisant chaque détail de son humiliation. Puis j'appelai Céline. « Mets-toi au bord de la fosse », ordonnai-je d'une voix qui n'admettait aucune objection. Elle obéit comme une somnambule. Je pris un autre cliché. Elle, le visage vidé de toute expression, debout au bord de cette tombe improvisée dans laquelle se tordait son amant. « Magnifique », dis-je en parcourant les photos. « Maintenant, imagine cette photo encadrée sur le bureau de ton père. Il est bien colonel à la retraite, Pierre Dumont, n'est-ce pas? Un homme fier, respecté. Je me demande ce qu'il dira quand il recevra un tel souvenir de sa fille chérie. La menace agit comme une décharge de défibrillateur sur un cœur arrêté. Les yeux vides de Céline se remplirent d'une terreur primitive et consciente, plus forte que la douleur, l'humiliation et le désespoir. Son père, le colonel Pierre Dumont, un homme de la vieille école pour qui l'honneur et la réputation valaient plus que la vie, ne survivrait pas à une telle honte. Je vis défiler dans son esprit toute sa vie, tout son avenir, se transformant en cendres à cause d'une seule photographie. Elle se mit à trembler de tout son corps et s'effondra à genoux sur le sol en béton, agrippant mes bottes avec ses mains, s'y accrochant. « Non, Maxime, je t'en supplie, pas lui. Tue-moi, fais ce que tu veux, mais ne le touche pas. » Son murmure était à peine audible, noyé dans ses propres sanglots, dans sa supplication infinie. Je la repoussai avec dégoût du bout de ma botte. Ses supplications n'étaient pour moi qu'un bruit blanc, un son vide. Je passai dans mon petit bureau dans le coin du hangar, imprégné d'odeurs de documents et de café soluble. J'allumai la petite imprimante photo portable que j'utilisais pour imprimer les bordereaux et envoyai à l'impression ce fameux cliché. Elle, le visage déformé par la peur, debout au-dessus de la fosse dans laquelle Louis, comme un ver, se tordait nu, ligoté et brisé. La sortie lente et bourdonnante du papier glacé de l'imprimante fut le son le plus fort dans le hangar, perçant le silence. Je pris la photo encore tiède. La qualité était impeccable.
Chaque détail de leur honte était fixé avec une clarté impitoyable. Je retournai vers Céline et lui tendis le cliché. Elle recula comme devant un serpent venimeux. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. « Prends-la, ordonnai-je. C'est ton billet pour une nouvelle vie, ou plutôt pour son absence. » Elle ne bougea pas. Son corps refusait d'obéir. Alors je saisis moi-même sa main molle et plaçai la photo entre ses doigts, les forçant à se refermer. Puis je sortis du tiroir du bureau une enveloppe blanche, format A4 et un stylo gel noir. D'une écriture soignée, presque calligraphique, qu'on m'avait enseignée à l'école militaire, j'inscrivis l'adresse et le destinataire, Monsieur Pierre Dumont. Je n'ajoutais pas « colonel en retraite ». Il comprendrait de toute façon. Je glissai la photo dans l'enveloppe, mais ne la cédai pas. Je la tendis à Céline. « Tiens, elle restera chez moi pour l'instant. Mais si toi ou ton héros dans la fosse tentez quoi que ce soit qui me déplaît, cette enveloppe partira le jour même en recommandé, et je veillerai personnellement à ce que le facteur la remette en main propre à ton père. Compris ?» Elle prit l'enveloppe comme on prend un arrêt de mort. Ses doigts tremblaient. Je la laissai assise par terre, serrant contre sa poitrine le témoignage de sa faim, et reportai mon attention sur Louis. Il était temps de passer à l'étape suivante de la destruction. Je repris son téléphone et m'assis sur la chaise face à la fosse, le déverrouillai et commençai à parcourir méthodiquement ses contacts, plongeant dans sa vie personnelle. Il me surveillait d'en bas. Ses yeux brûlaient d'une haine impuissante, mais on y lisait aussi la peur. J'ai trouvé ce que je cherchais. Monsieur Bernard, directeur de son service dans la société de logistique où il passait ses journées depuis 5 ans, profitant de ma protection. Je ne téléphonais pas. J'ouvris la galerie et sélectionnai l'une des photos que j'avais trouvées dans son appartement, celle où il embrassait Céline devant ma maison de campagne, bon sang, où ils avaient l'air d'un couple heureux et amoureux, plein de vie. Je l'attachai à un message WhatsApp et rédigeai un texte court mais mortel. « Monsieur Bernard, bonsoir. Désolé de vous déranger. Je voulais simplement vous montrer comment votre précieux employé Louis Mercier utilise son temps de travail et de loisirs en volant ses amis et en détruisant des familles. Ce n'est qu'une petite partie de ses talents. L'archive complète avec les preuves photographiques et vidéos de ses exploits sera sur votre bureau demain matin. Je recommande de préparer un ordre de licenciement pour faute grave et conduite immorale. Cordialement, un ami bienveillant. » J'appuyai sur envoyer. Le son discret du message envoyé résonna comme le déclic d'un chien de pistolet armé, et ce bruit fut assourdissant dans le silence du hangar. Les 2 coches grises devinrent instantanément bleues, lues. Le silence s'installa. Même Louis dans la fosse se tut, comprenant que son sort, son avenir, se décidait maintenant. Pas plus de 10 secondes s'écoulèrent avant que son téléphone dans ma main ne vibre. Réponse de Monsieur Bernard, courte et percutante. Je me levai et la lus à voix haute, en détachant bien les mots pour qu'ils entendent tous les deux. Mercier est licencié à compter d'aujourd'hui. Les documents seront prêts pour 9 heures du matin. Envoyez l'archive promise sur l'adresse électronique de l'entreprise. J'abaissai le téléphone. De la fosse monta un son semblable au hurlement étouffé d'un animal blessé. C'était la fin de sa carrière, de sa réputation, de son unique source de revenus, de son avenir. Céline me regardait, et dans ses yeux, il n'y avait plus de larmes, seulement un désert calciné, un vide total. Elle comprit que je ne m'arrêterais pas. J'allais détruire leur vie, brique par brique, jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que des ruines et le néant absolu. Une bande de lumière grise de l'aube perça à travers la fenêtre crasseuse du hangar, annonçant un nouveau jour. Bientôt, mes chauffeurs arriveraient, mon équipe. Il était temps de changer de lieu. La représentation était terminée. On déménage. Ma voix était égale et professionnelle, comme si je donnais des ordres. Je m'approchais du mur où pendaient des chaînes et des palans et décrochais un chariot de manutention lourd. Ses roues grincèrent. Je forçai Céline à m'aider à extraire le corps mou de Louis de la fosse. Elle le fit en silence, mécaniquement, comme un robot, sans vie. Ses mains étaient souillées de son sang et de sa crasse, mais elle semblait ne pas le remarquer. Ses sens étaient émoussés. Nous le hissâmes sur le chariot, et je l'attachai solidement à la plateforme métallique avec des sangles d'arrimage, comme une marchandise ordinaire, un corps inerte. Je poussai le chariot à travers tout le hangar vers une rangée de vieux conteneurs maritimes que j'utilisais comme entrepôt. Le grincement des roues sur le sol en béton était le seul son résonnant dans le silence. J'ouvris l'un d'eux.
Une odeur de rouille, de moisi et de froid s'en échappa, comme d'une tombe. Je fis rouler le chariot à l'intérieur et le renversai, jetant Louis sur le plancher métallique. Il heurta lourdement le sol et gémit, tentant de respirer. Je me tournai vers Céline. « Entre, dis-je. » Elle franchit sans protestation le seuil du conteneur plongé dans l'obscurité, et sa silhouette s'y dissout. Je leur jetai à l'intérieur 2 bouteilles d'eau et un seau vide. « Profitez de votre compagnie mutuelle, » dis-je en commençant à refermer les lourdes portes métalliques. La bande de lumière se rétrécissait de plus en plus, se réduisant à un mince filet. Lorsqu'il ne resta qu'une fente étroite, je m'arrêtai. « Ah oui, j'ai failli oublier, dis-je dans l'obscurité d'où 2 silhouettes effrayées me regardaient. Céline, ta mère a rappelé pendant que tu étais occupée. Elle est en pleine crise. Elle a pris un billet pour le premier vol. Elle atterrit à midi. Je pense qu'il serait correct que je l'accueille, seule. » Je n'attendis pas de réponse. Je claquai les portes avec force, et le bruit du loquet massif résonna comme le dernier coup de marteau sur un couvercle de cercueil. La clé tourna dans la serrure de mon appartement avec un clic sec et sans vie, qui différait radicalement de celui que j'avais entendu quelques heures auparavant seulement. À l'époque, c'était le son du début de la guerre. Maintenant, c'était la constatation d'une victoire totale et sans condition à sa première étape. J'entrais dans la maison qui n'était plus ma maison, mais simplement un bien immobilier qu'il fallait nettoyer, désinfecter. La lumière matinale qui perçait à travers les baies vitrées du salon, pour lesquelles Céline et moi avions économisé si longtemps, révélait impitoyablement les traces de son nettoyage précipité et maladroit. Des traînées troubles sur le parquet, là où il y avait eu du sang. Et l'odeur à peine perceptible mais écœurante du produit nettoyant, mêlée à l'odeur incrustée de la peur qui se ressentait partout. Je parcourus l'appartement comme un inspecteur acceptant un chantier. Chaque pas résonnait en écho dans le silence qui régnait, amplifiant le sentiment de désolation. Dans la cuisine, je découvris une tasse avec du café non terminé, son café. En silence, je saisis la tasse et la fracassai de toutes mes forces contre le mur recouvert de carrelage italien coûteux, la réduisant en miettes. Les éclats volèrent dans toutes les directions, laissant des traces. Ce bruit m'apporta une satisfaction brève et intense, comme si j'avais relâché la pression. Puis je rassemblai méthodiquement toutes ces affaires. Les vêtements des placards, les cosmétiques de la salle de bain, les photographies où elle était seule ou avec des amis. Je fourrai tout cela dans de grands sacs poubelles noirs, n'hésitant pas à déchirer les robes coûteuses et à briser les flacons de parfum, savourant chaque destruction. En 1 heure, toute trace de sa présence dans l'appartement avait disparu. Elle avait été effacée, annihilée, comme si elle n'avait jamais existé. Je ne laissai que les affaires de mon fils, Hugo. Je pris une douche, lavant la saleté de cette nuit, enfilai des vêtements propres et me regardai dans le miroir. Un homme étranger et fatigué aux yeux glacés me fixait, sans la moindre trace de pitié, seulement un calcul froid. À 7h30, je réveillai Hugo. Il se frotta les yeux d'un air ensommeillé et me sourit. « Papa, tu es rentré ?» s'exclama-t-il en se jetant à mon cou pour m'étreindre. Je le serrai fort dans mes bras. Et à cet instant, la seule chose que je ressentis fut une peur glaciale de le perdre, de perdre ce que j'avais de plus précieux au monde. « Et maman, où elle est ?» demanda-t-il en regardant autour de lui. « Maman est partie chez grand-mère. Elle a des affaires urgentes. » Ma voix était égale et calme, sans la moindre fausse note. Je lui préparais son petit déjeuner, le préparais pour l'école maternelle. Nous sortîmes de l'appartement et je fermai la porte à double tour, sentant que je mettais un point final. Je ne la laisserai plus jamais entrer ici. L'aéroport matinal m'accueillit avec son agitation et le brouhaha des voix, des centaines de visages. Je repérais sur le tableau d'affichage le vol que je cherchais dans la foule des personnes venues accueillir des voyageurs. Il restait 15 minutes avant son arrivée. Je ne restais pas dans le hall principal où il y avait trop de monde. Je me rendis dans le salon affaires que je pouvais me permettre grâce au dernier contrat. Je commandai un double espresso. Le liquide chaud me brûla la gorge, mais ne put étouffer le froid glacial à l'intérieur. Il me transperçait de part en part. J'étais assis à une table près de la fenêtre, observant les avions décoller et atterrir. Chacun d'eux était le symbole d'une fuite, d'une nouvelle vie. Mais pour Céline, toutes les pistes étaient fermées, toutes les routes barrées. Je sortis de ma poche l'enveloppe adressée à son père et la posai sur la table devant moi. C'était mon atout maître, mon levier de pression, ma sentence.
Lorsque l'arrivée du vol fut annoncée, je terminai tranquillement mon café et me dirigeai vers la sortie de la zone d'arrivée. Madame Nathalie Girard, sa mère, surgit de derrière les portes vitrées parmi les premières. Son visage, habituellement soigné et hautain, était bouffi de larmes. Le maquillage était étalé, les cheveux en désordre. Elle scrutait frénétiquement la foule, cherchant du regard sa fille ou moi. En me voyant, elle se précipita vers moi, prête à fondre en larmes sur mon épaule. « Maxime, qu'est-ce qui s'est passé? Où est ma petite Céline? Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Sa voix se brisa en un cri aigu, au bord de l'hystérie. Je ne la laissai pas m'approcher. Je tendis la main, l'arrêtant à distance, comme pour poser une barrière. « Bonjour, Madame Girard », dis-je avec un calme absolu, la regardant droit dans ses yeux larmoyants jusqu'au fond de l'âme. « Pas d'hystérie, nous ne sommes pas au théâtre. Suivez-moi à la voiture. » Elle tressaillit à mon ton. Elle s'attendait à tout, à de la fureur, à des larmes, à des accusations, mais pas à ce froid mortuaire, à cette politesse glaciale. Elle me suivit docilement jusqu'au parking, comme un chien obéissant. Dans la voiture, elle tenta à nouveau de se lamenter, mais je la coupai en pleine phrase, sans la laisser continuer. Je ne dis rien. Je sortis simplement mon téléphone et mis en marche cet enregistrement. Des haut-parleurs de la voiture, dans le silence total, jaillirent les gémissements de sa fille et les rires de Louis, emplissant l'habitacle comme un gaz toxique. Le visage de Madame Girard changea à chaque seconde, de la confusion à l'incompréhension, puis à l'horreur et enfin au dégoût, ses yeux se remplissant de répulsion. Lorsque l'enregistrement se termina, elle était assise, blanche comme un linge, regardant devant elle et se couvrant la bouche de sa main, le regard perdu. « Ce n'est pas elle, ce n'est pas possible », murmura-t-elle à peine audiblement. « Si, c'est possible, tranchai-je, et ce n'est pas le pire. » Je pris l'enveloppe sur la console et la lui tendis. Elle la saisit en tremblant et regarda l'adresse écrite de ma main. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle comprit tout, sans un mot. Elle comprit que dans cette enveloppe se trouvait quelque chose capable de tuer son mari, le colonel Pierre Dumont, de détruire sa vie. « Qu'est-ce que tu veux ?» Sa voix était à peine audible, pleine de désespoir. « Je veux justice, dis-je en lui reprenant l'enveloppe. Votre fille et son amant m'ont causé un préjudice moral et matériel, et vous allez le compenser. L'appartement dans lequel vous vivez actuellement a été acheté avec mon argent. La maison de campagne où ils se sont amusés a été construite avec mon argent. La voiture que conduit votre mari a été offerte par moi. Je vais tout reprendre jusqu'au dernier centime. Je vais vous réduire à la misère. » Je marquai une pause, lui laissant le temps de ressentir chaque mot. « Ou bien vous rassemblez 300 000 € en liquide dans les 48 heures. C'est le prix du silence, le prix de la santé de votre mari et des restes de réputation de votre famille. Le choix vous appartient. » Elle me regardait comme un monstre. Peut-être l'étais-je, mais seulement pour eux. « Nous n'avons pas une telle somme, commença-t-elle, tentant de discuter. Vendez votre appartement, prenez un crédit, demandez à vos amis, ce sont vos problèmes. » Je démarrai le moteur. « Je vais vous déposer à l'hôtel de la gare. Vous y logerez jusqu'à ce que vous trouviez l'argent. L'accès à ma maison vous est interdit. Et encore une chose. » Je la regardai fixement. Mon regard était perçant. « Si je vois la moindre tentative de contacter la police ou qui que ce soit d'autre, je n'enverrai pas la lettre. Je viendrai personnellement chez votre mari. Je lui montrerai non seulement les photos, mais aussi une vidéo beaucoup plus détaillée. Et je lui raconterai comment sa fille est actuellement assise avec son amant nu dans un conteneur métallique sur mon site industriel, attendant son sort. Vous m'avez compris ?» Elle hocha silencieusement la tête. Ses épaules s'affaissèrent. Les larmes coulaient à nouveau sur ses joues. Mais ce n'étaient plus des larmes de pitié pour sa fille. C'étaient des larmes de peur et de désespoir. Des larmes pour sa propre vie. Je la déposai devant un hôtel bon marché en périphérie de la ville et repartis sans me retourner. À mi-chemin vers la base, mon téléphone sonna. C'était Étienne, mon chef d'équipe. « Maxime, tu es là? On a un problème. Du 7e conteneur, celui qui est à mettre au rebut, il y a du bruit. Des coups sourds, comme si quelqu'un tapait de l'intérieur. Peut-être des rats de la taille d'un chien ?» Je souris. « Tout va bien, Étienne, n'y prêtez pas attention. » J'essaie une nouvelle méthode de dératisation, très efficace. Je raccrochais. Qu'ils frappent, qu'ils épuisent leur dernière force. Ils auraient encore besoin de souffle pour implorer pitié.
48 heures peuvent sembler une éternité, surtout quand on les passe à écouter les bruits provenant d'une boîte d'acier verrouillée, dans un état de suspension. Mais le deuxième jour, les coups désespérés du 7e conteneur cessèrent, et le silence qui les remplaça s'avéra bien plus terrible que n'importe quel cri. Mais ce n'était pas le silence de la résignation, c'était le silence d'un serpent tapi, prêt à bondir. Et je savais qu'il était temps d'aller lui trancher la tête. La rencontre avec ma belle-mère se déroula comme prévu, dans le silence stérile d'une cellule bancaire louée. Elle traîna un énorme sac de sport, bourré de liasses serrées de billets de 50 €. Son visage était gris, émacié, et ses mains tremblaient tellement qu'elle ne réussit pas du premier coup à ouvrir le cadenas du sac. Je ne comptais pas l'argent. Je posais simplement sur la table un document préparé à l'avance. Ni contrat, ni reçu, mais une véritable reconnaissance de dette de 100 000 €, avec l'appartement de son mari, le colonel Dumont, en garantie. C'est une assurance, Madame Girard, dis-je en lui tendant un stylo. Une garantie que votre fille n'oubliera jamais sa leçon. Signez et je brûlerai l'enveloppe. Ne signez pas et je la porterai personnellement à votre mari avec la version vidéo complète, où tout sera montré dans les moindres détails. Elle regardait le papier, puis moi, et dans ses yeux je voyais son monde et son avenir s'effondrer. Elle signa, laissant sur le document une signature tordue et brisée, comme si sa main était paralysée. Je pris le papier et le sac d'argent. L'enveloppe, je la lui laissai. Vous pouvez la brûler vous-même. C'est la honte de votre famille. C'est à vous de vivre avec. Je partis, la laissant seule dans le coffre-fort glacé, face aux cendres de son bonheur familial, avec sa vie détruite. Cette nuit-là, je retournai à la base. L'air était froid et pur, frais. Je m'approchais du 7e conteneur. Le silence était absolu, vibrant, et je ne me pressais pas. D'abord, je rapprochai la vieille Peugeot de Louis près des portes du conteneur. Puis j'apportai 2 seaux d'eau glacée et un tuyau pour les réveiller définitivement. Ce n'est qu'après cela que je m'attaquai au verrou massif. Le métal rouillé céda dans un grincement assourdissant. J'ouvris grand les lourds battants. De l'obscurité jaillit une puanteur suffocante de corps non lavés, de sueur et de peur, âcre et répugnante. Sur le sol crasseux, enlacés comme 2 chiots gelés, ils gisaient, nus, sales et amaigris. Lorsque la lumière du hangar frappa leurs yeux, ils les fermèrent en gémissant. Louis tenta de se redresser, mais ses membres brisés refusaient d'obéir. Son corps était trop affaibli. Céline restait simplement allongée, me fixant de ses yeux vides et défocalisés, comme si son âme avait déjà quitté son corps. En silence, je pris un seau et déversai son contenu sur eux. Ils hurlèrent sous le choc glacial. Leurs corps se convulsèrent. Puis je pris le second et répétai l'opération pour être certain. « Debout !» Ma voix résonna dans la boîte d'acier comme celle d'un bourreau. « Votre séjour ici est terminé. » Je leur jetai leurs vêtements froissés. Ils s'habillèrent lentement, maladroitement. Leurs doigts ne répondaient pas et leur corps tremblait de froid et de faiblesse. Ils ne ressemblaient plus à des êtres humains, mais à des fantômes, des ombres d'eux-mêmes, dépouillés de toute humanité. Lorsqu'ils furent enfin habillés, je les sortis du conteneur. Ils plissaient les yeux face à la lumière, titubants comme des ivrognes, incapables de tenir en équilibre. Je les conduisis jusqu'à la voiture de Louis, et ce n'est qu'alors qu'ils la virent. Pendant les 2 jours où ils étaient restés dans l'obscurité, mes mécaniciens avaient travaillé sur le véhicule. Sur les 2 flancs, sur le capot et sur le coffre, en énormes lettres irrégulières tracées à la peinture rouge vif qui ne s'effacerait jamais, un seul mot était inscrit. Traître. Cette inscription brillait sous les projecteurs comme une marque au fer rouge, comme le symbole éternel de leur chute et de leur honte. Louis se figea. Son visage se tordit de rage impuissante. Ses yeux s'injectèrent de sang. Il râla quelque chose, tenta de faire un pas vers moi, mais s'effondra aussitôt sur un genou en hurlant de douleur, son corps refusant d'obéir. Céline, elle, fixait simplement cette inscription, et je vis la dernière étincelle d'espoir s'éteindre dans ses yeux. Son monde s'était définitivement effondré. Elle comprit que c'était pour toujours. Où qu'ils aillent, quoi qu'ils fassent, cette marque serait avec eux, criant au monde entier qui ils étaient, leur crime. J'ouvris la portière de la voiture et jetai sur le siège les clés et une liasse de billets. 1 000 €
pas plus. De quoi payer l'essence et la nourriture, dis-je. Sortez de ma ville. Si je vous revois ici, je vous enterre. Compris ? Ils restèrent silencieux, incapables de prononcer un mot. Je saisis Céline par le menton, la forçant à me regarder dans les yeux. Son regard était perdu. Je n'ai pas entendu de réponse. Compris, murmura-t-elle de ses lèvres desséchées. Je m'approchai de Louis, qui était toujours à genoux, et m'accroupis devant lui. Et toi, le héros amant, tu as compris ? Il hocha lentement la tête sans lever les yeux. Son regard était rivé au sol. Parfait. Je forçai Céline à l'aider à monter dans la voiture. Ils s'installèrent à l'intérieur, évitant de se regarder. Leur lien était détruit. Avant de fermer la portière, je tendis à Céline cette fameuse enveloppe que sa mère m'avait rendue. Prends-la, c'est à toi. Tu décideras toi-même quand ton père devra connaître la vérité. Vis avec ça. Sans regarder, elle prit l'enveloppe et la fourra dans la boîte à gants, comme pour s'en débarrasser. C'était mon dernier coup. Je lui avais remis entre les mains le détonateur qui détruirait sa famille, son passé et son avenir. Et maintenant, elle vivrait avec cette connaissance chaque jour, chaque seconde. Je restais debout et les regardais partir. La vieille Peugeot argentée avec son inscription infamante sortit lentement des portes de ma base et se dissipa dans la nuit, emportant avec elle 2 êtres brisés. Je retournai dans le hangar, supprimai de mon téléphone toutes les photos et l'enregistrement audio, puis formatai leurs 2 téléphones et les jetai dans la benne à ordures, nettoyant définitivement mon monde de leur présence. Tout était terminé. À l'intérieur, il n'y avait ni joie ni satisfaction. Il y avait un vide froid et vibrant comme après un incendie. J'avais brûlé la tumeur cancéreuse de ma vie. C'était douloureux, mais maintenant, j'étais pur. Je rentrai chez moi. Hugo dormait dans son lit, serrant son ours en peluche. Son visage était paisible. Je restai debout au-dessus de lui, contemplant son visage serein. Il était la seule chose qui comptait, le seul sens. Ma guerre était finie. J'avais gagné. Cette histoire n'est que l'une parmi tant d'autres. Les histoires de trahison arrivent chaque jour derrière la porte voisine, dans la fenêtre d'à côté, dans des millions de familles. Mais dans chacune d'elles, la justice ne triomphe pas toujours. Avec une froideur et une impitoyabilité aussi implacables,